fait plaisir d'être là pour parler de l'environnement et parler de l'environnement de façon un peu positive avec le sourire, ce qui n'est pas évident. C'est vrai que de plus en plus, quand on parle du climat, du changement climatique, l'atmosphère se tend un peu, devient morose, voire anxiogène, parce que le sujet, on en entend de plus en plus parler pour des catastrophes. Et c'est vrai qu'on ne va pas se mentir, hein, le tableau est assez sombre. On l'a vu encore récemment avec les feux de forêt en Amazonie. On le voit avec la pollution plastique qui est partout, autant sur les bords de chemins de forêt dans les Vosges que dans le ventre des poissons. On le voit avec les espèces et la biodiversité qui se meurt. On a aujourd'hui une espèce sur 8 en voie d'extinction dans le monde, autant animale que végétale, marine ou terrestre. Et puis on a une température qui ne cesse d'augmenter beaucoup trop vite pour s'adapter. Donc on a des écosystèmes qui n'arrivent pas à s'adapter. Et 250 millions de personnes qui demain seront réfugiés climatiques parce que n'auront plus de terres agricoles qui seront immergées par les eaux, parce que des sécheresses, parce que des crises. Donc le tableau est assez sombre. Donc une fois qu'on a dit ça, on a plombé l'ambiance. Super. C'est pour vous dire juste que voilà, c'est pas utile d'être naïf face au sujet et de se dire que non, tout va bien. C'est même une réaction qui est souvent en fait utilisée, mais qui est en fait assez mauvaise parce qu'on entre dans une sorte de déni. En fait, le tableau est tellement sombre qu'on ne veut pas aller regarder ce qui se passe. Et je ne sais pas si vous êtes un peu sensibilisé à la question environnementale, si à un moment vous êtes dit mais en fait la planète c'est compliqué en ce moment, ça va pas bien, et qu'il y a toujours eu quelqu'un à côté de vous qui vous a dit oh, écoute ça va, tu vas pas jouer tes rabat-joie, c'est pas si grave et puis ça va aller, et puis il y aura bien quelqu'un, un État, un président, une institution, quelque chose, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, oui, on en parle beaucoup, qui pourra nous sauver, trouver la solution pour nous, donc on va pas s'inquiéter. Alors le problème, c'est qu'à pas regarder le problème de façon claire, on n'a pas trouvé les solutions. Puis on les cherche pas trop en fait. Hein. Les chiffres montrent que on rejette toujours plus de CO2 dans l'atmosphère. Et c'est vrai que ne pas vouloir regarder le problème, ça arrange bien aussi la plupart des entreprises et des institutions. Parce qu'elles n'ont pas trop non plus envie d'aller regarder. Ça leur ferait changer beaucoup de choses qu'elles ne savent pas forcément comment changer, par quel bout le prendre. Et donc, elles préfèrent se dire que si on n'a pas envie de regarder, très bien. Elles vont nous expliquer gentiment qu'un changement de logo en vert, ça change tout pour la biodiversité. Et puis nous, on va y croire, ça va marcher. Donc l'objectif, c'est d'aller regarder quand même ce qui se passe, de se dire oui, ok, le tableau est assez sombre, et d'accepter un peu les émotions qui vont remonter, qui sont souvent en fait de la peur, de la colère, de la tristesse. Et en fait, ces émotions, on n'a souvent pas appris à les gérer. C'est des émotions qu'on a appris à refouler. Donc là, ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est plutôt les sortir parce que c'est des émotions qui sont dites négatives, mais en fait qui sont une super force d'action. Moi, c'est vrai que c'est ça qui m'a fait bouger. C'est vraiment cette colère face à l'état du monde, me dire mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et plutôt que de garder cette colère en moi ou de la retourner contre moi, j'ai essayé d'en faire une force d'action. Et ça m'a permis en fait d'aller oser regarder un peu et réfléchir à ma relation à la terre, à l'environnement, à la nature dont on fait partie. De réfléchir à la relation à l'autre, à l'humain, qui est souvent pollué par l'argent, qui a pris beaucoup de place à la place de l'humain. De questionner aussi tout simplement son rapport au confort, parce que beaucoup de notre confort en fait est responsable du réchauffement climatique aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a du mal à s'en passer, à toutes les choses auxquelles on peut accéder, que ce soit notre téléphone portable, un chauffage bien agréable chez soi, etc. Et donc re-questionner ce rapport-là. Parce que, en fait, le changement climatique, c'est un problème compliqué, vaste, qui nous concerne tous. Et en ça, c'est une assez mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que vu que ça nous concerne tous, on peut tous agir à notre niveau et faire quelque chose. Une fois que j'ai dit ça, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, ce que j'aime bien dire quand on me pose cette question, c'est de demander à la personne ce qu'elle a fait dans sa journée. Donc souvent, on me regarde, pourquoi elle demande ça? En fait, reprendre toute sa journée, de son réveil le matin à sa douche, son petit déjeuner, etc., jusqu'au dîner, voire le dernier verre qu'on a pris le soir dans un bar, puis son coucher, et de reprendre toutes les étapes et de se demander, est-ce que là, dans ce que j'ai fait, c'était écologique, éthique? Est-ce que je sais pas? Si je sais pas, tiens, est-ce que je peux aller creuser? Et est-ce que je peux faire différemment? Moi, j'ai fait ça il y a un peu plus de 5 ans. Et je pensais être absolument parfaite, mais en fait non, pas du tout. J'ai revu plein de choses chez moi, parce qu'en fait c'est dans le concret, dans les détails qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on fait par facilité et qui ne sont pas forcément ni bonnes et pour les humains et pour la planète.
Pour vous donner des exemples, alors je ne me montre pas du tout en exemple, c'est plutôt pour donner des idées, mais pour réduire son bilan carbone, moi j'ai questionné mes transports. Est-ce que j'ai besoin de prendre l'avion pour me sentir en vacances ? Ben non, en fait. J'ai questionné mon alimentation. Est-ce que si je ne mange plus de viande uniquement quand je suis invitée, est-ce que j'ai faim? Est-ce que je me sens plus faible? Ben non, tout va bien, ben, super. J'ai questionné mon logement. Est-ce que si je mets 1 degré de chauffage en moins, mais un pull en plus, bah, ça passe? Oh, bah oui, il n'y a pas de problème. Surtout que mes enfants ont tout le temps chaud, donc ça ne leur pose pas du tout de problème. Et puis j'ai questionné mon rapport à la consommation, qui est quand même un grand sujet dans nos sociétés hyper marketées, et notamment sur tout ce qui est vêtements. Quand on sait qu'un t-shirt c'est 2500 litres d'eau, que 10% des pesticides dans le monde c'est pour la culture du coton, ça fait réfléchir, et donc j'ai essayé d'avoir vraiment une garde-robe minimaliste. Alors je suis pas une grande modeuse, alors ça me dérange pas, je trouve ça assez pratique justement de pas trop avoir à réfléchir le matin, moi comment m'habiller, pour avoir moins de vêtements mais qui s'utilisent facilement, et puis qui soient du coup plutôt du Made in France, Made in Europe, et puis des vêtements d'occasion. Et pareil pour l'électronique, c'est vrai que nos téléphones, nos ordinateurs, c'est des petits bijoux de technologie qui sont pleins de métaux rares, qui ont fait 3 fois le tour du monde avant d'arriver dans nos mains. Et donc se dire est-ce que je peux pas le garder plus de 2 ans, ce qui est quand même la moyenne, hein, parce qu'en fait il marche toujours, je le fais réparer, donc j'ai un téléphone, un ordinateur que j'ai acheté d'occasion, que j'ai depuis plusieurs années, que je fais réparer, et j'essaye de dire non à l'obsolescence programmée. Donc ça c'est plutôt pour la partie bilan carbone. Après j'ai réfléchi aussi au plastique, parce que c'est vrai que quand on commence à se pencher sur le sujet, on se rend compte qu'il y a du plastique partout et beaucoup dans la nature. Et donc là j'ai plutôt revu tout ce que j'avais dans ma salle de bain pour avoir une salle de bain beaucoup plus minimaliste et avec beaucoup plus de choses faites maison aussi. Et puis ma cuisine pour acheter en vrac, voilà, dans des petits sachets en tissu, essayer de trouver des alternatives, de faire plus maison. Donc ça c'était voilà, un des chantiers aussi que j'ai mené. Et puis le dernier qui est un peu plus ésotérique, c'est un retour à la nature, à la terre. Alors moi je suis parisienne, j'ai habité après en ville à Strasbourg, donc pour moi la nature c'était le square, donc ça n'allait pas très loin. Et il y a 2 ans j'ai déménagé et avec un jardin, et je suis ravie d'avoir un jardin avec un potager, un poulailler, bientôt des abeilles. Je suis en train de commencer ma formation là qui va se finir dans 6 mois. Vraiment pour avoir ce retour aussi à la nature et de se rendre compte à quel point la nature est belle et impressionnante, parce que dès qu'on creuse un peu, on se rend compte que en fait, une feuille d'un arbre, c'est beaucoup plus magique qu'un iPhone en fait. C'est magnifique, c'est incroyable, toutes les rainures, la façon dont ça a pu pousser, comment ça a fonctionné. Et donc, en fait, être capable de s'émerveiller de la nature, c'est aussi finalement sortir un peu de cette société qui nous pousse au contraire toujours à acheter, être dans la possession et pas forcément juste dans regarder un arbre pousser. Tous ces changements, après, je ne les applique pas à 100% dans mon quotidien. C'est sûr que vivant dans le monde tel qu'il est, non, j'applique pas mes valeurs intellectuelles tous les jours, quotidiennement, dans le concret. Et ça m'arrive d'oublier ma pomme bio locale et de saison, bien évidemment, et ma gourde, et me retrouver au distributeur honteuse avec une bouteille d'eau en plastique et puis une barre de chocolat. Alors là, vous aurez toujours vos détracteurs, même si vous vous cachez, hein, qui viendront vous voir en vous disant alors si même toi tu n'y arrives pas, moi je ne vais même pas essayer. C'est même pas ces personnes, soit dit en passant, qui quand ils verront quelqu'un qui fait tout bien, diront ah non mais elle contrôle toute sa vie, c'est impossible, ça donne pas du tout envie, jamais je ferai ça. Donc vous aurez toujours des gens pour qui le changement c'est compliqué, et en fait même si vous leur demandez rien, le fait de vous changer, ça leur montre que ne bougent pas, et au lieu de se remettre eux en question, ils vont aller plutôt chercher à vous embêter vous, comme ça eux ils n'ont pas tellement à se remettre en cause. C'est assez classique, hein. Une fois qu'on a compris la mécanique qui était derrière, on s'en inquiète plus, parce qu'au début ça peut être un peu violent quand on essaye de nous bouger, qu'on ne demande rien aux autres et qu'en plus on se fait limite engueuler parce qu'on a osé emmener sa gourde et que quand même ça va, c'est pas juste une bouteille d'eau qui va changer les choses, quoi. Donc, et en même temps, ces personnes qui nous questionnent, ils n'ont pas complètement tort. Alors moi, en tant que femme, une réflexion qu'on m'a faite, c'est « Attends, alors tes grands-mères et ta mère se sont battues pour pouvoir travailler et être dans l'espace public, et toi, en fait, ce que tu nous proposes, c'est de retourner chez toi faire ta lessive. Enfin, où est le progrès, quoi ?» Alors bon, on va rassurer tout le monde, faire sa lessive, ça prend 10 minutes.
10 minutes tous les 3 mois, donc c'est pas 35 heures, ça laisse complètement le temps de travailler à côté. Et puis surtout, ce qui est remis en cause là, en fait, c'est non pas la charge maternelle qui retombe toujours sur les femmes, mais c'est le fait de rajouter une tâche. Donc bien sûr, l'écologie doit être féministe, parce que parfois on met les uns et les autres en opposition, mais les hommes aussi se doivent d'être féministes et de partager les tâches avec, bien évidemment, avec leurs femmes. Ensuite, une seconde critique qu'on fait souvent, c'est oui, mais de toute façon, d'agir juste à son niveau, ça ne sert à rien. Et il y a une étude d'un cabinet de conseil, Carbone 4, qui est sortie il y a quelques mois et qui disait qu'agir à son niveau, ça permet de baisser son bilan carbone de 25%, là où il faut le baisser de 75% en fait, en tant que Français, pour laisser une planète viable à nos enfants. Donc on a 50% qui sont que du collectif, quoi. Donc effectivement, ça fait un peu mal, ouch, tout ça pour 25%. Donc on se questionne, mais en fait oui, pourquoi agir ? Et en fait, il y a plusieurs réponses à ça. En tout cas, pour moi, la première, c'est déjà l'effet boule de neige. C'est que les 50% collectifs ne bougeront que si on bouge déjà à son niveau les 25 premiers quarts, que si on montre qu'on a envie de bouger, on a envie que les choses bougent. Et si on a commencé à trouver des alternatives, à essayer de changer en fait sa façon d'être, forcément, on va emmener d'autres personnes avec nous. Et forcément, on va aussi faire changer nos politiques et nos industries qui sont en fait juste le reflet de nos demandes, même s'ils ont souvent un peu de retard par rapport à ce qu'on voudrait. Mais ça va permettre d'avoir un effet boule de neige. Voilà, c'est pour reprendre la chanson de Grégoire, c'est un peu toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, mais c'est un peu le principe. Bon, je vais m'arrêter là avec ça. Mais c'est vraiment l'idée de pouvoir vraiment avoir cet effet boule de neige. Ensuite, il y a un côté aussi plus philosophique, moi qui était plus pour lequel j'ai démarré, un peu plus moral, éthique, qui est en fait la recherche du bien commun dans mes actes en fait et dans ma journée et de me sentir alignée entre ce que je pense, mes idées et ce que je vais concrètement faire dans ma journée. Et c'est vrai que j'aime bien une phrase d'Albert Einstein où il disait « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent sans rien faire ». Et c'est un peu l'idée de se dire non, c'est facile de critiquer finalement et de rester dans le monde des idées, mais oui, je peux agir aussi et montrer que non, je ne suis pas d'accord et que je veux faire différemment. Et c'était vraiment essayer d'être plus alignée avec ma vision idéale du monde. Et encore une fois, le fait de faire des choses concrètes n'empêche pas de réfléchir aussi à un niveau plus politique, plus général, plus philosophique de la société qu'on a envie de voir. Ça permet au contraire de l'incarner. Et puis, il y a un autre effet qui est psychologique, là, pour le coup, c'est que quand on voit l'état du monde, c'est vrai que c'est assez dur à encaisser. Et le fait d'agir, ça permet vraiment de reprendre un peu possession de ce qu'on vit et de faire un pas de côté et de se dire au moins moi j'agis et je laisse pas tout ça passer. C'est pouvoir se dire en fait pourquoi là j'ai envie d'acheter un 15e t-shirt alors que j'en ai déjà 14 par exemple, et est-ce que c'est pas autre chose qui me rendrait plus heureuse, et du coup de vraiment chercher ce qui nous rendrait plus heureux. Et puis c'est aussi de se dire de retrouver d'autres qui sont aussi dans ces démarches, et comme ça on peut se remonter le moral ensemble, et ça permet aussi d'avoir ce côté collectif tous ensemble. Et enfin, le dernier point, c'est sûr qu'on va arriver dans un moment où politiquement, ou même en tant que collectif, on va devoir, sur certaines choses, se serrer la ceinture. Il va falloir qu'on soit dans moins de confort si on veut atteindre les accords de Paris, être sur du plus 2 degrés et encore, ou du plus 3 degrés. Et donc, si nous-mêmes, en fait, en tant qu'individus, et qui poussons à des changements, on n'est pas exemplaires, alors notre parole ne sera jamais entendue. Et donc, c'est l'idée de se dire, j'essaye d'être au maximum, moi, exemplaire dans ce que je propose pour pouvoir, derrière, porter le message de façon plus politique et plus collective. Donc voilà, s'il y a une chose un peu à retenir, qui est mon message, c'est soyons alignés à titre individuel pour créer de façon plus forte la société qu'on a envie de voir demain.